C'est bon. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais vous parler ici du projet qu'on appelle plus simplement entre nous le projet Plan Frelon 2024, mais qui porte le véritable nom de Appui à la filière apicole pour la mise en place d'une gestion durable du frelon asiatique. C'est un projet qui était déjà présent en 2023, qui a été reconduit pour cette année avec plus d'implications au niveau du CRA. Ouais, c'est ça. Ah, ça me aussi. Ah bah attends, ah, c'est bon. Vous cliquez le plus fort possible. Tout en bas. Ok. Donc concrètement, qui intervient sur un nid de frelon asiatique en fonction de sa situation. Si vous tombez sur un nid qui se trouve sur le domaine public, un parc, une école, un chemin de halage, à ce moment-là, c'est à la région wallonne qu'il faut prendre ces renseignements. Eux vont intervenir et le coût de la neutralisation va être aux frais de la région wallonne. Maintenant, si vous avez dans votre jardin, en tant que personne privée, un nid de frelons asiatique, en fonction des communes, il faut se renseigner d'abord à la commune et aux pompiers. Certaines communes interviennent, mais pas toutes. Si ce n'est pas le cas, alors à ce moment-là, il faut passer sur un neutralisateur privé qui a été formé au CRA et qui apparaît sur sur la page officielle du site du CRA. Vous avez le QR code et l'adresse pour accéder à cette liste. En fonction de votre commune, on va vous renseigner les personnes ayant le matériel et la formation pour intervenir. Maintenant, ce qui va plus nous intéresser ici aujourd'hui, ça va être un nid qui se trouve à moins de 1 kilomètre de votre rucher et vous devez être apiculteur à l'AFSCA pour pouvoir bénéficier de cette intervention gratuite. Dans ce cas, vous faites un simple signalement sur l'application Fix My Street. Donc, je vais en parler juste après des démarches qui ont été entreprises à ce niveau-là. Le projet s'est déroulé en fonction de la carte. Non. Donc, on a toute la Wallonie. Elle est couverte par différentes sections apicoles. Chaque section se voit attribuer un certain nombre de communes et c'est ce qui apparaît ici sur la carte. Chaque couleur représente une zone d'intervention pour une section apicole. Ces sections apicoles ont reçu de notre part en prêt les matériaux le matériel pour intervenir, c'est-à-dire vous avez la combinaison, la perche, les rallonges, les tuyaux, la poudre. Vous avez également un kit de signalisation. euh, et ça, c'est pour le matériel. Toutes ces sections sont engagées avec des volontaires qui sont assurés. Il y a une assurance qui a été mise en place. Et ils sont également rétribués par jour d'intervention, euh, ainsi que les kilomètres de déplacement. Donc, je le disais, si vous êtes face à un nid de frelons asiatiques dans le kilomètre de votre bûcher, vous devez faire votre signalement sur Fix My Street. Donc, le CRA a mis en place avec un partenariat avec Biwa et leur application Fix My Street. Donc, c'est une application qui existe en Wallonie depuis quelques temps, qui fonctionne très bien. À la base, cette application a été créée pour toutes les sensibilités ou les problèmes qu'il y a au niveau communal dans l'espace public. Et donc, avec eux, on a travaillé sur un nouveau volet de leur application sur les espèces invasives et naturellement le frelon asiatique. Cette sous-catégorie est en phase test pour cette année. Elle n'est pas disponible au grand public. C'est sur base d'une inscription en tant qu'apiculteur auquel vous pouvez avoir accès à cette plateforme.
Donc l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins contraignant par rapport à l'année précédente pour faire des signalements de frelons. Au niveau, donc, comme je le disais, une procédure en interne qui est en phase test. Il y a une procédure à réaliser qui normalement va apparaître ici en vidéo. Voilà. Pour vous inscrire, vous vous rendez sur le site du Centre de recherche agronomique Wallon. Dans le moteur de recherche, vous pouvez indiquer nid de frelon. Vous allez rapidement tomber sur l'article qui va apparaître ici. Donc ici, vous avez toute l'explication, un petit résumé de ce que je viens déjà de vous présenter. Euh, Ensuite, vous avez un Google Form. Donc, un formulaire va apparaître et vous allez devoir remplir vos coordonnées, nom, prénom, email, mais également votre numéro AFSCA. Alors, comme le disait tout à l'heure ma collègue Ducary, ce numéro, c'est pas pour vous contrôler, c'est juste une demande au niveau du SPW que tous les riches soient répertoriés au niveau AFSCA. Donc, on remplit son numéro ASCAR. Et alors, il est important également de noter le code postal dans lequel se trouve votre ou vos bûchers. Parce que l'application Fix fonctionne avec un système de géolocalisation. Donc, vous serez repris en fonction de votre code postal par rapport à la carte qu'on a vue tout à l'heure avec les couleurs. Si vous êtes de la région de Soigny, eh bien, vous serez affilié à la région de la section de Mons, par exemple. Une fois que votre inscription est en ordre, vous allez recevoir un mail de confirmation et vous allez pouvoir procéder au signalement de votre rucher attaqué et de la présence d'un nid de frelons asiatiques actif dans le kilomètre de celui-ci. Donc vous entrez vos coordonnées, votre mot de passe. Vous pouvez faire ça sur ordinateur ou également sur l'application téléphone, ça fonctionne sur les deux. Cette année, comme on est en phase test, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les technologies, je suis disponible pour aider les personnes à faire des signalements. Donc ça, vous m'envoyez un mail ou vous m'appelez directement, c'est encore plus facile et je fais le signalement avec votre aide. Donc ici, j'ai encodé mon rucher, j'ai noté la rue et j'ai indiqué précisément dans la prairie où il se trouvait. J'indique espèce invasive, la sous-catégorie frelon asiatique. Et à ce moment-là, j'ai plusieurs propositions qui apparaissent, ni actif, ni neutralisé, présence de frelons, ou bien alors, comme ici, rucher attaqué. L'important est toujours de mettre le plus d'informations possible sur votre signalement. Une photo est obligatoire, mais également là, je vais rajouter mon numéro ASCA. Je vais rajouter également mon numéro de téléphone parce que si une autre personne a fait un signalement d'un nid présent, ben, il va pouvoir me rappeler en me disant ben, j'ai trouvé un nid à 800 mètres de ton bûcher, on peut intervenir. On continue, on a une petite fiche qui va apparaître et qui va résumer le signalement. On observe qu'il n'y a pas d'erreur par rapport à ce qu'on sait et on va pouvoir valider. Ce signalement ensuite va être envoyé sur la plateforme. Pour reprendre l'exemple de Soigny, ben, ça va être la section de Mons qui va recevoir un mail en disant ah, il y a un nid qui vient d'être déclaré à Soigny, il va falloir intervenir s'il rentre dans les conditions. Voilà un exemple de signalement une fois qu'il a été réalisé. Donc, c'est ce que la fiche, les sections vont recevoir. C'est une fiche descriptive avec tous les renseignements que vous avez pu donner. Ce signalement, vous pouvez le retrouver tous les jours au niveau de l'application pour voir l'évolution du nid, du rucher, parce que les personnes qui vont intervenir vont mettre que le signalement a été traité et que le nid a été neutralisé dans les commentaires. Donc, comme je disais, on est en phase test, donc on analyse, il y a des erreurs, il y a des couacs, on modifie, on améliore, mais on a fait le lancement de cette phase en début octobre. Depuis, on a eu plus de 250 utilisateurs inscrits sur la plateforme et plus de 625 signalements
Donc, c'est un début de phase test qui est assez, qui est une belle réussite. C'est assez impressionnant l'engouement qu'il y a pour le signalement de signer de ce fichier. Maintenant, je vais parler d'une autre partie du travail ici au sein du CRA. C'est concernant le test de l'alternative à la permétrine avec la terre de diatomée. Donc, on avait pour but d'observer et de faire évaluer l'efficacité de la terre de diatomée avec un insecticide qui est un insecticide naturel pour neutraliser les nids de frelons asiatiques sous notre climat belge. Parce qu'on sait que cette terre est déjà utilisée dans le sud de l'Europe, mais on ne le connaissait pas encore au niveau scientifique ici sous notre climat. Donc la première étape ici au CRA était de faire un pré-test avec nos connaissances au niveau de la neutralisation, avec le matériel qu'on avait à disposition. On a fait un pré-test avec la terre de diatomée qu'on avait dans nos bureaux avant de recevoir la vraie pour évaluer les premières observations et bases de comparaison pour la méthode. Ensuite, on est passé aux expérimentations en laboratoire. Il y a eu deux sortes d'expériences qui ont été réalisées. Une par pulvérisation, c'est-à-dire qu'on a pulvérisé la terre directement sur le frelon sur le frelon. Ensuite, on l'a mis en boîte pour observer son comportement au fil des heures. Et la seconde expérience a été par contact. Donc là, on n'a pas mis directement la terre sur le frelon, mais directement dans la boîte pour voir quand il marche dans la boîte sur la terre, quelle est la réaction de celui-ci. Donc au niveau des résultats, pour ce qui est de contact, donc quand on pulvérise directement le frelon avec de la terre, on voit sur le graphique, donc en vert, ce sont les frelons qui sont en terre de diatomée, pardon. En bleu, ce sont les frelons qui ont été touchés par la terre de diatomée. On voit que rapidement, au bout de 5 heures, il y a un effet assez important, 1% de décès. Et au bout de 24 heures, ils sont tous morts. Au niveau de la pulvérisation maintenant, là c'est plus rapide. En vert, ce sont toujours les témoins sans terre de diatomée. En bleu, vous avez au bout de 3 heures eh ben, déjà un effet direct avec la terre de diatomée. Et au bout de même pas 1 heure, avec la permétrine, là c'est directement efficace. Après les tests de laboratoire, qui étaient assez concluants, on a fait des tests maintenant grandeur nature. Donc avec notre perche et au lieu de mettre de la permétrine, on met simplement la terre de diatomée dedans. Nous avons réalisé 6 neutralisations, 3 sur des nids de moins de 30 centimètres de diamètre, où là l'efficacité a été observée pour ces trois nids, mais ce n'était pas concluant pour les 3 nids suivants, plus tard dans la saison, qui étaient plus grands. Là, il y avait encore de l'activité au bout d'une semaine. Donc, oui. Euh, Vous avez traité avec combien de grammes de terre de diatomée? Est-ce que dans ce test-là? Alors, dans les tests qu'on a fait ici, on a fait vraiment une pulvérisation comme on l'aurait fait avec un permacé, donc entre 20 et 40 grammes par nid. Ouais. C'est ça, on entendait tout à l'heure à Bruxelles, ils utilisaient quasi un demi-kilo. Ah, c'est un kilo, oui. Mais oui, voilà. Donc c'est ça, la recherche pour nous est encore à approfondir à ce niveau-là, au niveau de la quantité, au niveau de l'intensité du poudrage. Aussi, il faut voir au niveau météorologique. Une journée humide va être complètement différente par rapport à une journée caniculaire. Et aussi également au niveau du type de terre de diatomée. La terre de diatomée, il y en a des dizaines et en fonction de la granulométrie de la terre, ça peut être aussi différent. Donc, il y a encore de la recherche à faire à ce niveau-là. Voilà, j'ai fini pour ma part au niveau de la présentation ici pour Fix My Street et le test de terre de diatomée. Et on se retrouvera tout à l'heure pour les questions autres.
Ok, bonsoir à tous, bonjour à tous. Est-ce que c'est bon en ligne? En ligne, vous voyez bien les diapos? Je pense qu'il n'y a pas de réponse, c'est que ça doit être bon. Ouais. Oh non, ça va, c'est parfait, nickel. Ok, parfait. Donc, je vais continuer sur les autres actions du CRAW. Donc, on fait aussi de la recherche et on encadre la lutte du frelon asiatique en Wallonie. Comme on en a parlé ce matin, c'est on est dans une phase de gestion du frelon asiatique, on ne peut pas l'éradiquer. Donc, on est vraiment avec le frelon asiatique qui est bien présent et installé. Maintenant, dans toutes les communes de Wallonie, on a la présence de ce frelon asiatique, plus ou moins forte densité qui va de l'ouest, plus forte impact du frelon asiatique par rapport aux régions à l'est. Et donc, il y a plusieurs méthodes que je vais vous présenter. Donc, la neutralisation des nids, l'encadrement par Quentin vous en a parlé, la surveillance via Fix My Strip qui a été mis au point maintenant. Je vais vous parler du piégeage de printemps, du piégeage de masse et des harpes électriques pour lutter contre le frelon asiatique et aussi d'autres protections qui sont les muselières et peut-être des tentes anti-frelons que vous avez déjà entendu parler. Donc, vous connaissez maintenant, on l'a vu ce matin, le cycle biologique du frelon asiatique. Donc, je ne vais pas aller en détail là-dessus. Je vais juste vous parler du piégeage de printemps. Donc, tout ce qui est piégeage de printemps, ça a lieu, ça peut commencer en fonction des saisons, début mars jusqu'à fin juin. Ça va dépendre vraiment du climat et de la sortie d'hibernation des rennes. On considère qu'il faut à peu près 2-3 jours à 12-15 degrés pour que les rennes sortent d'hibernation. Et ensuite, je vous parlerai du piégeage de masse. Et là, c'est du piégeage, je vais insister, c'est vraiment à faire uniquement sur les ruchers lorsqu'on va avoir de fortes concentrations de prédation de frelons asiatiques sur les ruchers. Donc ça va de août, septembre, octobre, même peut-être début juillet, mais c'est surtout en septembre-octobre qu'on voit le plus de prédation sur les ruchers. Donc pour le piégeage, il nous faut déjà des appâts. Le problème, c'est souvent ce qui est utilisé pour attirer les insectes, c'est parler leur langage, c'est d'aller chercher des phéromones. Le problème, c'est que ces phéromones chez le frelon asiatique commencent à être connues, mais on a encore du mal soit à les synthétiser, soit à comprendre l'effet qu'elles ont, si elles sont mises à proximité du nid ou sur un rucher pour attirer ou non le frelon asiatique. Donc on n'a pas encore ces phéromones, donc on n'a pas d'appât sélectif qui permet d'attirer uniquement le frelon asiatique. On a déjà des pistes, ça a été dit un peu ce matin en laboratoire. On a vu que les phéromones d'abeilles, certaines phéromones d'abeilles pouvaient être attractives, des odeurs de la ruche qui peuvent être attractives. Il y a des odeurs de bactéries en culture qui peuvent être attractives et aussi certaines phéromones de frelons asiatiques. Mais on n'arrive pas à voir et à refaire ces résultats sur le terrain. Donc, comme on n'a pas d'appât sélectif, on est obligé d'utiliser des appâts généralistes. Donc, on va aller soit sur des protéines avec de la viande ou du poisson, soit des appâts sucrés. Nous, c'est principalement ça qu'on utilise exclusivement au CRAW. Donc, ça va être tous des sirops de grenadine, de cassis, qui vont être attractifs, ou des produits de la ruche, comme les jus de cerier, ou des restes de cire et de miel. Donc, comme on n'a pas d'appât, c'est généraliste, on va attirer tous les insectes. Donc, il faut sélectionner le piège. On peut voir dans le commerce ou même des tutos artisanaux des pièges. Ça va du piège bouteille que chacun peut faire ses choix, jusqu'à des pièges un peu plus complexes avec des cônes, comme on peut voir ici, où on va avoir la sélection. Voilà, il faut bien choisir son piège parce qu'on n'a pas de sélection au niveau de l'appât. Donc, on a fait une première étude des pièges en 2017 par le CRAW où ils avaient mis des pièges Veto Pharma, donc c'est des pièges qui ne sont pas du tout sélectifs, à noyade, où tous les insectes peuvent rentrer dedans. Et ils ont regardé l'effet de ces pièges pour capturer le frelon asiatique. Donc, vous avez un exemple d'un des pièges ici à gauche. Donc là, ils avaient capturé 5 frelons européens, une dizaine de guêpes,
une dizaine et surtout un millier de mouches qui avaient été capturées. Donc on peut voir que c'est vraiment des pièges qui sont non sélectifs, qui sont à noyade et qui vont faire beaucoup plus de dégâts à l'entomofaune local qu'au frelon asiatique. Sur celui-ci, ils n'avaient pas capturé le frelon asiatique. Et sinon, ils avaient capturé sur les 30 pièges qu'ils avaient mis, uniquement 4 frelons asiatiques et plus de 30 000 autres insectes. Donc attention à ne pas piéger avec des pièges à noyade et des pièges non sélectifs, c'est-à-dire avec des trous de grande taille et aucun trou de sortie. Donc si on regarde sur nos pièges déjà, la panoplie de pièges, ça nous en élimine énormément. Donc on va aller sur des pièges qui sont sélectifs, donc physiquement, c'est-à-dire qu'on a un trou d'entrée qui est calculé pour laisser rentrer le frelon asiatique, mais pas les insectes plus gros comme les gros papillons ou le frelon européen, et des trous de sortie qui vont permettre aux plus petits insectes comme les abeilles, les mouches, de ressortir. Et à l'intérieur, il faut soit que ça ne soit pas un piège à noyade, donc soit que l'attractif soit séparé par une grille, ou soit que l'attractif soit versé sur des copeaux de bois, du bioabsorbant ou une éponge. Donc en ce qui concerne le piégeage de printemps, il faut savoir que on a parlé un peu ce matin, c'est un avis controversé, même au sein des scientifiques. On ne sait pas s'il est efficace. Il y en a certains qui le déconseillent, d'autres qui le conseillent. Et surtout, on en parle parce qu'il y a des fondatrices usurpatrices qui sont observées chez les Vespidés. Et ça, on l'observe beaucoup en France. Ça s'aperçoit pendant la saison, souvent dans les nichoirs où là c'est bien protégé. On va avoir à la sortie d'un nid, en dessous, on va avoir 5 reines qui sont mortes. En fait, c'est des reines qui sont battues pour la même colonie et qui sont mortes en dessous. Donc, il y a vraiment de la compétition entre les fondatrices. Faut savoir que en Belgique, on a encore très peu de ces compétitions parce qu'on a une densité qui est encore faible. Donc, il y a de la place pour la nidification pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de bataille encore vraiment de reines, de fondatrices, usurpatrices, même si ça nous est arrivé d'en voir une ou deux quand même, mais il y en a beaucoup moins qu'en France. Donc ça, on n'a pas trop cet effet en Wallonie. Pour l'instant, sur piégeage de printemps, il y a uniquement des recommandations qui ont été faites par l'INSAF pour vraiment faire du piégeage encadré avec des pièges sélectifs. Et surtout, il n'y a pas de résultat probant parce qu'il manque un piège qui est sélectif ou d'appât sélectif. Donc là, vous avez quelques résultats. La sélectivité, la plupart des pièges est en dessous de 5%. Et ça a été dit ce matin, la meilleure sélectivité est du bivital qui est autour de 25%, ce qui reste encore assez faible. Donc nous, au CRAW, on s'est dit qu'on allait essayer de développer nous-mêmes notre piège couvercle. Alors on n'a pas inventé, on a vu que le groupe F avait aussi un piège comme ça. Donc le but, c'est nous, on s'était inspiré d'un plan d'impression 3D qui avait été mis en ligne, qu'on a téléchargé et qu'on a amélioré ensuite. Donc, ce qu'on voulait, nous, c'était qu'on ait un piège de petite taille, donc qui soit facilement manipulable. Donc, c'est possible de mettre au congélateur pour tuer tous les insectes qui sont dedans, ou de l'ouvrir à la main facilement pour relâcher. Si, par exemple, on a un frelon européen qui a été capturé malencontreusement. On voulait qu'il soit très économique, donc c'est juste un piège couvercle d'un pot à miel ou un pot à cornichon ou à confiture de T082 qui vient se fixer au-dessus. Au début, on était en impression 3D sur ce piège. Maintenant, on est passé en injection plastique, donc le coût a vraiment diminué. On voudrait que la diffusion de l'odeur soit à l'entrée du piège pour que lorsque l'insecte est attiré, il puisse bien rentrer dans le piège, parce qu'on voit qu'il y a des pièges, surtout des anciens pièges, où il y avait de la diffusion d'odeur, mais il n'y avait pas d'entrée, donc le frelon n'arrivait pas à entrer. Et enfin, on a fait des calculs pour qu'il soit physiquement sélectif, donc l'étude d'une taille de trou d'entrée pour éviter que le frelon européen rentre et pas le frelon asiatique, et que le frelon asiatique lui puisse rentrer. Et enfin, une étude des trous de sortie pour que les plus petits insectes puissent ressortir. Donc voilà un exemple de notre étude sur les fondatrices pour le trou d'entrée. Donc on a testé les fondatrices de frelons asiatiques et de frelons européens. Donc à gauche vous avez laissé une fondatrice de frelons européens qui essaie de rentrer parce qu'il y a un appât attractif sur une éponge. Ça doit être de la grenadine derrière qui attire le frelon en laboratoire. Et donc on a décidé nous on est sur des trous en forme de cercle complètement en comparaison avec les trous ovales du groupe F. Et donc nous, nos trous, on a testé 8 mm, 8,4 mm et 8,6. Donc au début, 8 mm, on voyait qu'on avait uniquement 63% des fondatrices de frelons asiatiques qui arrivaient à rentrer. Donc c'était problématique vu qu'on capturait toutes les fondatrices de frelons asiatiques qui sont attirées.
On est passé à 8,6%. Donc là, on était content. On avait 100% des fondatrices asiatiques qui rentraient. Mais on avait 50% des fondatrices européennes qui arrivaient à rentrer aussi dans le piège. Donc on est descendu à 8,4 mm. Donc à ce moment-là, il y a 100% des fondatrices de frelons asiatiques qui rentrent. Et on a encore quelques fondatrices de frelons européennes, comme vous voyez ici, qui galèrent à rentrer, mais qui arrivent à peu près à rentrer. Ça, c'est une situation en laboratoire où pour leur suivi, elles ont qu'un seul appât disponible. Alors, on pense que dans la nature, elles vont pas s'acharner à rentrer dans un trou qui est trop petit pour elles et qu'elles vont passer sur une autre source de nutrition. Donc, on espère avoir moins de frelons européens et on en a moins sur le terrain que c'est 29% qui sont capables de rentrer. Donc ici, vous avez une de ces fondatrices qui a réussi à rentrer, une des deux, et la deuxième fondatrice de frelons européenne, et c'était même resté bloqué entre les deux. Bon, malheureusement, elle bloque le passage pour les autres, mais c'est pour montrer que c'est vraiment les plus petites fondatrices de frelons européennes qui arrivent à rentrer. Donc on a un diamètre de 8,4 mm sur ce trou d'entrée. Ensuite, on a fait des études sur les trous de sortie. Vous pouvez voir ici, donc c'est des osmies qui arrivent à sortir sans problème de nos pièges à couvert. Les abeilles, de la même façon, j'ai pas les vidéos, mais il y avait aucun souci. Donc les abeilles et les osmies arrivent à sortir sans problème. Et pour les autres insectes un peu plus gros, on a fait des tests via via un tunnel. Donc il y a les insectes étaient déposés dans une partie d'un tube et ils devaient passer par des trous de plus en plus petits pour aller jusqu'à une source de nourriture et une source lumineuse parce qu'ils sont attirés par ça. Et donc, au fur et à mesure, ils allaient de trous de 7,5 mm jusqu'à des trous de 4,5 mm, sachant que là, on est des trous sur la largeur parce que c'est des trous ovales. Et donc, vous pouvez voir les résultats. Donc, au niveau des bourdons et des guêpes, elles ont toutes réussi à passer jusqu'à 4,5 mm, donc de 7,5 à 4,5 mm. Et chez les frelons asiatiques, par contre, on était donc jusqu'à 6,5 mm, tout le monde arrivait à passer. À 6 mm, on commençait à voir qui était bloqué. 5,5, on avait encore 70% qui arrivaient à passer. Et c'est à 5 mm qu'on avait que deux frelons qui avaient réussi, frelons asiatiques qui avaient réussi à passer ce trou-là, donc qui pourraient s'échapper du piège. Il faut savoir que ici, on a fait l'étude assez tard dans la saison, donc on est sur des ouvrières. Les ouvrières sont un peu plus petites que les fondatrices en moyenne. Donc ici, on est vraiment sur du 5 mm et on est quasiment sûr que les fondatrices n'arriveront pas, même on est sûr qu'elles n'arriveront pas à s'échapper. Il y a juste les ouvrières qui arriveraient les plus petites ouvrières à s'échapper de notre piège. Donc, on est parti sur des trous de sortie de 5 mm. Donc, trous de sortie de 5 mm. On a mis en place une campagne de printemps. De nombreuses personnes ici dans la salle ont dû recevoir et ont participé. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. De sciences participatives, où donc c'est un financement de la région wallonne, et on a eu la chance de pouvoir distribuer des pièges, nos pièges, donc soit rouges, soit jaunes, de nos pièges couverts. On a distribué 6524 pièges sur toute la région wallonne. On avait utilisé du bioabsorbant qui est plus écologique pour mettre au fond de nos pots, et sur ce bioabsorbant a été versé de la grenadine diluée à 50% pour attirer le frelon asiatique. On a fait une étude de 12 semaines de piégeage. Chaque apiculteur avait reçu ces pièges, pouvait les déposer dans l'environnement, les relever régulièrement et nous transférer les captures qu'ils avaient observées. Et ils avaient mis côte à côte, en comparaison, une couleur rouge ainsi qu'une couleur jaune. Et enfin, on a quelques communes aussi avec qui on a travaillé, une commune surtout à Écosine qui avait fait un maillage et qui avait distribué aux citoyens et pas uniquement aux apiculteurs recensés à l'AFSCA, mais aux citoyens pour voir comment les citoyens qui sont moins habitués à reconnaître les frelons asiatiques pouvaient utiliser ces pièges. Et donc, on a évalué l'efficacité et la sélectivité de nos pièges. Donc, voici les résultats de cette campagne. À droite, vous avez la carte de piège. Donc, tous les points, c'est là où il y a eu un piège qui a été déposé et dont on a bien validé et reçu les captures de ces pièges-là. Et quand c'est une croix rouge, c'est que ce piège a capturé au moins un frelon asiatique. Donc au total, on a seulement reçu un retour de 3078 pièges encodés, donc seulement 47% des pièges distribués. C'était aussi dû à des problèmes de distribution et aussi à l'encodage qui était assez compliqué cette année. On s'en est bien rendu compte.
Et sur les 3078 pièges qui ont été encodés, il y a 300 pièges uniquement qui ont capturé au moins un frelon asiatique. Donc c'est assez faible, ça fait peu de piégeage de fondatrice, mais ça reste déjà un début de piégeage et de lutte contre ce frelon. Donc la première capture a eu lieu le 15 mars, qui est assez tard dans la saison, et on a eu au total 802 fondatrices de frelons asiatiques qui ont été capturées. Et vous voyez le tableau de toutes les captures ici sur votre droite. Donc on a eu 802 frelons asiatiques, on a eu 38 frelons européens, donc ce qui est assez faible. On a eu très peu de frelons européens, un peu de guêpes quand même, avec 216 guêpes qui ont réussi à rentrer et qui n'arrivaient pas à ressortir. 101 bourdons. Et si vous regardez après, ce qui est impressionnant, c'est le nombre d'abeilles et de autres qui ont été capturés. Donc 3462 abeilles et 8233 autres. Alors il faut savoir que dans ces abeilles et autres, et ça on a contacté tous ceux qui nous ont encodé ce comptage, c'est que les abeilles, elles étaient juste vivantes, elles étaient en train de piller l'attractif, elles arrivaient à ressortir. Donc on avait tous les jours des piégeurs qui nous envoyaient qu'ils avaient 50 abeilles dans leur piège. Elles n'étaient pas capturées, elles arrivaient à s'échapper, mais elles faisaient le passage à l'intérieur. Donc ça biaise un peu le résultat. Ces abeilles étaient bien vivantes et arrivaient à faire des allers-retours. Elles n'étaient pas piégées, elles n'allaient pas mourir. Et dans autres, c'est exactement la même chose. Ce sont des mouches qui faisaient des allers-retours et surtout des fourmis. Certains nous ont encodé 100 fourmis tous les jours qui faisaient des allers-retours. Ces fourmis n'étaient pas piégées, elles arrivaient à ressortir. Au contraire, un peu des limaces qui, elles, des fois, restaient piégées parce qu'elles étaient un peu trop grosses pour ressortir. Voilà. Pour la suite de la sélectivité, donc on a enlevé cet aspect abeilles parce que les abeilles étaient vivantes et autres, car il y a très peu d'insectes abeilles et autres qui étaient vraiment capturés, qui allaient mourir, contrairement aux frelons européens qui, eux, s'ils étaient capturés, n'arrivaient pas à ressortir, ainsi que de nombreuses guêpes qui restaient bloquées. Faut savoir aussi qu'on a eu beaucoup de visites d'abeilles parce que la météo était défavorable. Et donc il y avait des trous de mielés, donc les abeilles venaient piller nos pièges. Donc, au niveau de l'efficacité, on est un peu déçu quand même parce qu'on a eu que 802 fondatrices capturées sur les 3000 pièges qui nous ont été rendus. Faut savoir que on a à peu près en moyenne un frelon capturé pour 8 pièges distribués, donc un frelon capturé pour 4 pièges encodés. C'est dû au climat défavorable. Donc, il y a eu on est dans une saison, on va dire, qui est mauvaise pour les Vespidés en Belgique. On a très peu de nids de frelons asiatiques cette année, on en a moins et surtout ils étaient tardifs dans la saison. Donc c'est dû à des pluies et des températures faibles, donc une mauvaise saison aux frelons, mais aussi on remet en question notre choix au niveau de l'attractif. On a utilisé de la grenadine à 50% et cette grenadine a été pillée majoritairement par les abeilles assez rapidement, donc nos pièges perdaient leur effet en 24-48 heures parce que les abeilles venaient piller tout l'attractif. Donc on avait un problème à ce niveau-là et c'était un peu dû à la météo défavorable aussi parce qu'il y avait que ça comme ressource dans l'environnement, beaucoup de trous de mielés. Donc on a demandé aux apiculteurs de changer d'attractif ou au moins de faire de l'ajout aux attractifs. Donc il y en a certains qui sont partis sur des attractifs commerciaux comme le Vespa Catch, le Trapid, etc. Et la plupart à la grenadine ont rajouté de l'alcool, de la levure ou d'autres ajouts pour éviter que les abeilles viennent. On sait que normalement elles sont un peu plus un effet répulsif de l'alcool sur les abeilles. Et ce qu'on a vu quand même, parce que c'est sur la photo, donc la photo ici, c'est encore des abeilles qui venaient piller de la grenadine, même s'il y avait 2/3 d'alcool avec. Donc la grenadine seule était pillée par les abeilles. Quand on rajoutait de l'alcool, ça diminuait un peu ce pillage. Et pareil pour le Vespa Catch, on observait toujours du pillage. Bon, ce qu'on peut voir quand même sur le graphique à droite, c'est donc les différentes périodes qui sont de l'année. Donc en gris, c'est le nombre vous avez le nombre de frelons capturés au cours des périodes, et en gris, c'est quand on utilisait uniquement de la grenadine, et en rose, c'est quand on a donné l'autorisation de changer d'attractif aux apiculteurs. Faut voir qu'en rose, ça a augmenté, mais c'est aussi dû au cours de la saison. Comme on peut voir, période 3, période 4, il n'y a pas eu énormément de changements. Donc, on n'est pas sûr que ce changement soit dû à l'attractif, mais c'est plus parce qu'on était dans une période en retard dans la saison et qu'on a peut-être sûrement commencé notre piégeage 2 à 4 semaines trop tôt cette année. Faut savoir que le début du piégeage, ça dépend vraiment d'année en année en fonction du climat.
Donc, on s'est dit qu'on allait cette année tester différents répulsifs à abeilles pour éviter ce pillage dans les prochaines années. Par contre, là, on est très content, c'est au niveau de la sélectivité. Bon, comme je vous ai dit, tout ce qui était abeilles et autres, c'était des insectes vivants qui n'étaient pas capturés, qui faisaient juste des allers-retours dans le piège. Donc, si on enlève ça, on est à 69% de sélectivité, ce qui est quand même assez fort en termes de sélectivité. C'est pas parfait, mais on a quand même sur un piège qui est assez sélectif et qu'on peut se permettre de mettre dans l'environnement sans faire trop de dégâts à l'entomophone local. Et enfin, on voulait comparer le jaune et le rouge. Là, vous avez les résultats. Donc, à gauche, pour le jaune, on avait 266 fondatrices capturées contre 290 fondatrices dans le rouge. 108 pièges dans le jaune et 110 pièges dans le rouge ont capturé au moins un frelon asiatique. Donc, c'est assez semblable. Et là, on a une petite différence, c'est que dans le jaune, on a 59% de sélectivité, alors qu'on a 69% de sélectivité dans le rouge. Donc, si on regarde le graphique à gauche, on voit, là, c'est le nombre de frelons asiatiques qui ont été capturés en fonction des périodes jaunes et rouges. On va voir que c'est assez semblable le nombre de frelons qui ont été capturés dans les deux pièges. Et si on va sur le graphique de droite, on peut voir qu'en termes de frelons asiatiques, c'est pareil, on a capturé quasiment la même quantité, frelons européens aussi. Mais par contre, là où c'est intéressant, c'est au niveau des guêpes, on a l'impression que c'est encore à analyser, mais on a l'impression que le jaune attire plus les guêpes que la couleur rouge. Ainsi, peut-être que les bourdons, où ils ont été plus tendance à être capturés dans les pièges jaunes que les pièges rouges. Donc, au niveau de la couleur, l'efficacité est la même qu'on utilise un jaune ou un rouge pour piéger le frelon asiatique, mais peut-être qu'en utilisant du rouge, on fait moins d'impact à l'entomophone, on est moins néfaste parce qu'on capture moins de guêpes et de bourdons. Donc, pour le bilan de cette campagne 2024, on est très satisfait, on est satisfait des participants qui nous ont quand même bien suivi dans le protocole. Donc, merci à tous ceux qui ont bien encodé et qui ont bien suivi le protocole de remplissage des appâts et des captures. On est très content de la sélectivité de notre piège à 69%. Et bien sûr, ce qu'il faut améliorer, et là on est assez déçu, c'est l'efficacité. Donc, travailler sur l'attractif et pourquoi pas sur l'absorbant, comme je vais vous en parler ensuite. Et aussi améliorer l'encodage, parce que ça, on a eu beaucoup de retours. C'était très compliqué à encoder. Il y en a eu beaucoup qui ont eu des problèmes avec les smartphones et surtout, on avait mis des QR codes transparents. Donc, dès que le piège était crade, les QR codes étaient illisibles. C'était impossible. Donc, on apprend de nos erreurs. On ne fera plus ces erreurs-là. Donc, on a testé des répulsifs à abeilles ici cet été et cet automne pour diminuer le pillage des abeilles, comme on l'a vu dans la campagne 2024. Donc pour cela, on a mis 4 pièges devant un rucher de 4 ruches et on a observé, on a filmé le nombre d'abeilles qui a été attiré dans chaque piège. Et dans chaque piège, donc on avait du bioabsorbant et dessus on avait 100 millilitres de mélange et on a testé plusieurs mélanges. Donc nos premiers tests, on a testé des mélanges. Donc, vous avez les formules, les recettes en haut à gauche, mais moi je vais parler du graphique à droite. Donc on avait de la grenadine où on avait rajouté de l'acide acétique à 60%, de la grenadine avec de l'alcool, de la levure et de la grenadine sans répulsif. Donc on peut voir que les abeilles sont attirées principalement en majorité par la grenadine. On voit déjà que la levure, on va pas dire que c'est répulsif, mais attire moins en tout cas que les frelons, pas les frelons asiatiques, mais les abeilles. La grenadine plus de l'alcool aussi, ça diminue cette attraction. Et surtout, on peut voir qu'il y a un effet répulsif, quasiment répulsif de la grenadine qui est mélangé avec de l'acide acétique à 60%. Donc voilà, alcool, levure, ça diminue l'attraction et l'acide acétique, ça diminue très fortement l'attraction. On a testé aussi donc là où on retrouve de l'acide acétique, donc différentes recettes de vinaigre. Donc on avait de la grenadine avec du vinaigre d'alcool comme on voit à gauche. On voit que ça diminue un peu par rapport à la grenadine qui était moins tout à droite en rouge. On avait de la grenadine avec du vinaigre balsamique qui a encore diminué le nombre de pillages par les abeilles. Et enfin de la grenadine avec du vinaigre ménager qui a diminué encore plus fortement cet aspect. Donc, ça suit un peu le degré de vinaigre qui a l'air, plus on a un degré de vinaigre important dans notre mélange, moins les abeilles ont l'air d'être attirées par ce mélange, même si on ne peut pas forcément parler de répulsif complet. Et enfin, on a testé les différents appâts commerciaux qu'on retrouve dans les magasins apicoles. Et donc, vous pouvez voir donc toujours notre témoin grenadine à droite en rouge.
On a le Protecta et le Vespa Catch qui ont l'air de diminuer un tout petit peu, mais quasiment rien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le Trapite a l'air de diminuer quand même l'attraction des abeilles dans le pillage de nos pièges. Donc le Trapite a l'air assez intéressant à ce niveau-là. Donc là, c'était bien beau nos tests de répulsifs à abeilles. C'est bien beau de savoir que l'acide acétique a l'air d'être répulsif pour les abeilles. Il faut savoir si ça reste attractif pour le frelon asiatique. Donc, on a la chance cette année d'avoir développé une méthode pour mettre en place un élevage d'un nid de frelon asiatique dans une serre tunnel comme ça, à côté de notre laboratoire en conditions semi-naturelles. Et on a mis en contact deux pièges. On a regardé, en fonction du mélange qu'il y avait de pièges, on a comparé lesquels capturaient le plus de frelons asiatiques. Et comme vous pouvez le voir, on a testé la grenadine et l'acide acétique. Et ben, on a capturé quasiment tous nos frelons dans la grenadine et très peu dans l'acide acétique. Donc l'acide acétique est bien parce qu'il empêche le pillage par les abeilles, mais ça attire pas du tout le frelon asiatique, donc ça sert à rien. On est en train de tester différents autres répulsifs, donc vinaigre ou par exemple trapite à ce niveau-là, pour quand même qu'on utilise un mélange qui est avant tout attractif pour le frelon asiatique et pas répulsif pour les abeilles. Oui. On sait que vous avez testé grenadine versus acide acétique en parallèle, en même temps. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui se serait passé s'il y avait que de l'acide acétique? Ça, c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, on a fait des tests sur les appâts. Et on voit bien que la grenadine, c'est ce qui est le plus important. Mais si on retire la grenadine, quand c'est que ça, les frelons, ils vont aussi dessus. Donc, il faut peut-être aller un petit peu plus loin dans l'expérience et tester l'acide acétique seul. Je suis tout à fait d'accord, mais pendant le piégeage à l'extérieur, il n'y a pas que nos pièges, il y a aussi d'autres stimulus olfactifs. Donc, on essaie de se mettre à trouver le meilleur stimulus olfactif qui pouvait les attirer, parce qu'il y a les cotonacères exactement qui peuvent être à côté, parce qu'on peut mettre nos pièges pas loin. Donc, il y a quand même d'autres. Donc, on se met dans le résultat le plus compliqué, on va dire, où c'est en comparaison avec la grenadine qui est très attractive. Voilà. Mais c'est une possibilité que dans tous les mélanges sucrés, même à mon avis, s'il y a un peu d'acide acétique, capturerait des fondatrices, mais on essaie de trouver le meilleur. Et donc, on continue ces résultats sont en cours, c'est pour ça que j'ai mis résultats préliminaires, donc de trouver un mélange qui est attractif pour les abeilles, mais qui est très attractif pour les fondatrices de frelons asiatiques. Et on peut avoir le trapide et la levure qui sont des bons candidats à cela. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on a fait en 2024, en parallèle de notre campagne de piégeage, on a fait un test dans la région de Péronne-les-Antoins avec nos apiculteurs, où on a mis sur un site quatre pièges, quatre pièges couvertes du CRAW avec différents attractifs à l'intérieur et différents bioabsorbants. Vous avez les recettes à gauche et les résultats à droite sur le graphique. Donc, ce qu'il faut voir, tout ce qui est un peu plus clair, c'est donc on utilisait soit le mélange qui était versé sur du bioabsorbant, soit sur une éponge, et on a utilisé des mélanges trapides, donc commerciaux, Vespa Catch et de la grenadine à 50%. Ce qu'on peut voir en premier abord, c'est qu'à chaque fois qu'on avait mélanges qui étaient versés sur de l'éponge, c'était beaucoup plus attractif que sur du bioabsorbant. Que ça soit trapide, bioabsorbant, on a 7 captures alors qu'on a 37 avec sur éponge. Vespa Catch, c'est pareil, on voit qu'à chaque fois que c'est versé sur l'éponge, c'est plus attractif. Donc on s'est dit que le bioabsorbant, soit il émet une odeur qui est un peu répulsive pour les abeilles, soit que ce bioabsorbant, il va masquer l'odeur des différents mélanges qui sont dessus ou dénaturer l'odeur. Donc apparemment, le bioabsorbant n'est pas le meilleur absorbant à utiliser et que si on utilise une éponge, ça sera beaucoup plus efficace. Donc si on relance des campagnes de piégeage, ça sera sur des éponges. C'est un peu moins écologique, mais maintenant, on a des éponges en cellulose qui pourraient faire l'affaire. Et en fait, si on regarde aussi nos mélanges, on voit qu'il y en a en violet clair qui sort largement. C'est l'association trapide éponge qui a capturé le plus de fondatrices. Donc ici, c'est pareil, tous les pièges étaient en comparaison sur le même site et tous les frelons asiatiques ont été plutôt attirés par le trapide, enfin pas tous, mais il y a une grande majorité des frelons qui ont été capturés dans le mélange trapide sur éponge. Donc ça a l'air vraiment intéressant d'avoir cette synergie trapide éponge pour le piégeage de printemps. Et maintenant, je vais vous parler de l'avenir, donc de la campagne de printemps 2025, avec tout ce que je vous ai présenté et les leçons qu'on a retirées. Faut savoir que cette diapo, ce que je vais vous dire maintenant, est
au conditionnel, ça va dépendre parce qu'on n'a toujours pas les financements pour l'année prochaine. Donc, si on a les financements, ça aura lieu. Et si on n'a pas les financements, ça sera sûrement voué à l'échec. Mais on va partir de façon optimiste et je vais vous parler comme si on allait faire cette campagne de printemps. On est très confiant quand même sur ce qu'elle va se passer. Donc, notre but cette année, ça sera de tester des maillages autour des ruchers. Donc, on souhaite distribuer 8000 pièges dans toute la Wallonie et on va sélectionner 200 apiculteurs sélectionnés. Non, c'est vous qui allez nous demander comme quoi vous êtes partant pour participer à cette science, à cette expérience de science participative. Donc, on recherche 200 apiculteurs qui formeraient un maillage de 40 pièges ou moins. 40 pièges, c'est le grand maximum avec des pièges en cas de dégâts autour de leur rucher, sur 1 kilomètre de rayon autour de leur rucher, et pour voir si on peut protéger le rucher et voir s'il y a des nids qui vont se développer plus tard dans la saison. Donc au niveau de choix de l'attractif et de l'absorbant, donc déjà on partirait plutôt sur des couvercles rouges, même si certains maillages seront en jaune parce qu'on veut revoir ça, voir l'effet rouge et jaune, donc, mais ça sera surtout des couvercles rouges, on a vu que c'était plus efficace. On partira sur des éponges qui sont plus efficaces que le bioabsorbant pour attirer le frelon asiatique. Au niveau de l'attractif, on aurait voulu partir sur le trapite. Le problème, c'est qu'il est 8 fois trop cher. Enfin, 8 fois plus cher que les autres. Il est beaucoup trop cher pour se procurer. Donc, on ne pourra pas partir sur du trapite. Mais on partira sûrement toujours sur de la grenadine. Mais on ajoutera ici de la levure pour avoir un peu de fermentation et un peu de répulsif sur les abeilles. Et donc, le but est de voir si on va diminuer les nids autour, donc qui vont arriver à l'été autour des ruchers qui ont été protégés, et de voir à l'automne, au mois de septembre-octobre, si on observe de la prédation sur ces ruchers protégés. Donc, au niveau de cette science participative, on veut des apiculteurs motivés et rigoureux. On sait que c'est chronophage de prendre soin d'un réseau de piégeage comme celui-ci. Il y en a beaucoup avec les ruchers écoles, vous pouvez être plusieurs. Ou sinon, il y en a certains qui peuvent contacter des citoyens qui sont à un rayon d'1 kilomètre pour mettre dans leur jardin et relever les pièges régulièrement et donner les résultats à l'apiculteur référent. Il faut que les apiculteurs soient toujours recensés à l'ASCA pour cette étude. Et donc, qu'il y a un suivi des captures et de l'encodage. L'encodage, on va essayer d'améliorer ça par rapport à l'année dernière. Et vous pouvez faire déjà des préinscriptions par email en me contactant à cet email-là pour dire que vous êtes intéressé pour la campagne de piégeage de printemps 2025. Donc, n'hésitez pas à me contacter dès maintenant. f.bassin@cra.wallonie.be. Maintenant, je vais parler du piégeage de masse qui arrive un peu plus tard dans la saison. Donc, quand on commence à avoir de la prédation autour de juillet, août, septembre, octobre. Donc là, au niveau du piégeage de masse, il y a de nombreux pièges sur le marché, comme vous l'avez vu. Chacun se donne son appât favori. Ici, pour le piégeage, il y a même des viandes, des crustacés, du poisson, de la bière, de la levure et de miel qui sont utilisés dans certaines régions ou sur les réseaux sociaux, on entend de tout. Et où piéger pour être le plus efficace, on ne le sait toujours pas, si on doit piéger partout ou uniquement sur les ruchers. Et chacun y va de sa sélectivité en disant que son piège, avec son appât, piège à 100% de sélectivité, alors que dès qu'on le teste autre part sur un autre rucher, on est à 0% de sélectivité. Donc nous, vu qu'on avait un piège qui a été développé pour le piégeage de printemps, on s'est dit, est-ce qu'on peut utiliser ce piège-là aussi pour le piégeage de masse, même si les ouvrières sont un peu plus petites en moyenne que les fondatrices. Et donc, on a fait notre test aussi sur une région de Péronne où on avait des pièges qui ont été déposés sur le rucher. Donc, on avait un groupe de 6 pièges, pardon, qui ont été déposés sur les ruchers. On avait un piège avec notre couvert qui était du Vespa Catch en attractif, du Trapide, un mélange CRAW, donc c'est de la banane, bière, vin, grenadine et un témoin eau qui n'était pas attractif. Et on avait un témoin positif qui est le piège Veto Pharma avec du Vespa Catch à l'intérieur qui attire tout, qui a des trous, qui n'a pas de trous sélectifs et qui noie tous les insectes qui rentrent dedans. Nous, pour notre étude, on avait quand même rajouté une éponge. C'est pas pour ça que tous les insectes ont réussi à ressortir malheureusement. Et donc, vous avez le résultat sur le tableau sur votre droite. Donc, en haut, les premières lignes, c'est les captures qui ont été faites sur les ruchers et en bas, à 50 mètres. Ce qu'on peut regarder tout de suite, c'est que toutes les captures qui ont été faites sur les ruchers dans les pièges
on capturait moins de frelons asiatiques qu'à 50 mètres. Et surtout, si vous regardez la colonne de droite, la sélectivité à 50 mètres est en dessous de 50%, à part pour le trapic qui est à 58%. Et ça veut dire qu'il y a un insecte sur deux qui n'est pas un frelon asiatique et que quand on piège en été en dehors du rucher, donc à distance dans l'environnement, on va faire plus de dégâts à l'entomofaune que le nombre de captures de frelons asiatiques qu'on va obtenir. Donc, ne piégez pas à l'été et en automne en dehors de votre rucher. Ça va faire des dégâts à l'entomofaune, du moins avec nos pièges en tout cas. Par contre, si on regarde sur le rucher, là, on commence à avoir de la sélectivité qui est un peu plus intéressante. Et surtout, et là, c'est la ligne qui est en bleu, on peut voir encore, on retrouve notre ami qui est le trapite ici, qui a la meilleure sélectivité et en plus qui a capturé le plus de frelons asiatiques parce que on a 745 frelons asiatiques qui ont été capturés dans ce mélange commercial, alors que le piège qui a le plus capturé en dessous était uniquement à 342. Donc, comme pour le piégeage de printemps, le trapite a l'air d'être le plus efficace, ce mélange sucré le plus efficace pour attirer les frelons ouvrières en masse sur les ruchers. Et donc, je reviens là-dessus en disant que piéger à l'été-automne uniquement sur les ruchers et pas à distance des ruchers. Et si vous avez la possibilité d'avoir le trapite, piéger avec du trapite. Mais sinon, tous les autres appâts sucrés, liquides, sont attractifs. Et enfin, on a fait une étude avec une équipe française à l'IRBI, avec Eva van der Broek-Menu et Eric Darouzé. Ça, c'est un exemple de leur rucher sur lequel on a fait nos études. C'est pour vous montrer les dégâts que font le frelon asiatique en France, qui est encore beaucoup plus important qu'en Belgique. On va dire qu'on est au début de l'invasion, nous on n'a pas encore ça. Mais voilà, tous ceux que vous voyez devant les ruches, c'est des frelons asiatiques qui essayent de rentrer dans la ruche, mais il y a une grille, une porte de réduction, donc ils n'arrivent pas à rentrer. Et ils avaient 3 ruches sur ce rucher et ils sont tous envahis comme ça par le frelon asiatique. Et donc le but de cette étude est de savoir où est-ce qu'on place. On a vu qu'il fallait piéger sur les ruchers. Et où est-ce qu'on place nos pièges sur les ruchers? La plupart, par facilité, vont mettre leurs pièges au-dessus des ruches. La plupart du temps, on a des toits plats, donc c'est facile, c'est pas compliqué. Donc on avait, vous voyez sur la photo de gauche, des pièges qui ont été mis au-dessus des ruches, entre deux ruches, en face des ruches, en face de la planche d'envol ou sous les ruches. Et on avait un piège témoin qui était à 5 mètres plus loin. Et donc si on regarde le graphique sur la droite, on peut voir que le piège qui a le moins piégé de frelons asiatiques, donc sur le graphique à droite, c'est le nombre de frelons asiatiques qui a été piégé, c'est le piège à 5 mètres. Ensuite, on a le piège qui était sur les ruches, donc dessus les ruches, qui a pas piégé beaucoup de frelons asiatiques. Et là où on a eu le plus de frelons asiatiques piégés, c'est dans les pièges qui sont sous les ruches, entre les ruches et face aux ruches. Et si on regarde un peu le comportement de chasse du frelon asiatique, c'est assez logique. Il va se mettre dos à la planche d'envol. Donc là, il va avoir le piège qui est face à lui où il va pouvoir rentrer. Et sinon, il va passer en vol d'une ruche à l'autre. Donc il va avoir le passage devant les ruches qui sont des pièges qui sont entre les ruches. Et il y a aussi des fois où on voit le frelon asiatique un peu rôder sous les ruches. Et là, on a le piège sous les ruches qui peut le capturer. Et c'est vrai qu'on voit rarement le frelon asiatique passer sur les ruches, au-dessus des ruches, alors qu'on a tendance à mettre nos pièges à ces endroits-là. Donc voilà, positionnez les pièges plutôt en dessous, entre et face aux ruches. Il faut savoir que ça va dépendre aussi de votre rucher. Là, on était avec des pièges Red Trap de la première version, et on avait quand même une sélectivité de 83%. Donc toujours, quand on piège en été et en automne sur les ruchers, on a une bonne sélectivité. Vous n'allez pas piéger à distance. On a refait cette étude avec nos pièges couvercles cet été et cet automne. Et on a regardé encore une comparaison entre le bioabsorbant et l'éponge. Vous pouvez voir ici sur le graphique à droite. En bleu, c'est les captures faites avec du bioabsorbant et en rouge-orange, les captures faites avec les éponges. On voit que les éponges ont capturé beaucoup plus de frelons asiatiques. Donc, comme avec les fondatrices, l'éponge a l'air plus efficace que le bioabsorbant pour capturer du frelon asiatique ouvrier. Donc là, on était à 72% de sélectivité. Et ici, ce qui est ressorti, c'est pas le piège face, mais c'est surtout les pièges dessous et entre les pièges qui ont capturé le plus de frelons asiatiques. Il faut savoir que c'est des résultats provisoires. On n'a pas encore compilé tous les résultats. On a arrêté l'étude la semaine dernière. Donc, on a encore tout ça à voir.
Mais ce qu'on peut voir, c'est que déjà l'éponge est beaucoup plus efficace dans la capture que le bioabsorbant. Donc voilà, éponge plus efficace que le bioabsorbant. Et la position dessous et entre semble plus efficace. Je dis bien semble parce qu'on doit encore analyser ça. Donc pour résumer, au niveau du piégeage, le piégeage de masse, donc ça a lieu pour les ouvrières qui sont en prédation. Donc mettez les pièges uniquement sur les ruchers et quand ils commencent à avoir de la prédation sur vos ruchers. Ça sert à rien d'attirer les frelons s'ils sont pas encore là sur vos ruchers. Ça aurait lieu de juillet à octobre à peu près, donc piégez uniquement sur les ruchers et positionnez vos pièges plutôt entre les ruches et sous les ruches. Testez les différentes positions. Utilisez des pièges sélectifs au niveau sélectif, donc soit des pièges NAS, cône, red trap, jabéprod par exemple, ou des pièges couverts comme les pièges CRAW qui marchent très bien, même pour le piégeage de masse. Tous les attractifs sucrés ont l'air d'être attractifs pour le frelon asiatique, de capturer des frelons asiatiques, mais le trapite a l'air d'être quand même le plus efficace. Donc c'est un appât commercial qui est commercialisé en Angleterre. Et enfin, en absorbant, on voit que l'éponge est plus efficace que plutôt des copeaux de bois ou du bioabsorbant. Donc utilisez l'éponge. Pour le piégeage de printemps à droite, donc c'est pour les fondatrices. De fin mars à mai, ça dépend de chaque saison en fonction du climat. On ne sait jamais à l'avance quand est-ce qu'on doit commencer le piégeage, mais sûrement que quand on commence en mars, c'est encore beaucoup trop tôt. Donc plutôt fin mars, mai. Piéger, là on peut piéger dans l'environnement, soit sur vos ruchers. Le problème de piéger sur vos ruchers, c'est que vous risquez d'avoir plus de pillage des abeilles parce que les abeilles vont aller directement sur les pièges. Mais vous pouvez là piéger à distance des ruchers, regarder les ressources qu'ont besoin dans l'environnement les frelons, donc c'est-à-dire piéger des floraisons précoces, donc des floraisons de mars à avril. Là, vous avez des chances de trouver des fondatrices. Donc tout ça proche des rochers et utiliser un piège sélectif. Donc nous, on vous conseille le couvert CRAW, mais vous avez d'autres couverts qui peuvent marcher ou même des pièges plus grands. Et enfin, toujours attractif sucré, le trapite a l'air d'être le plus efficace si vous pouvez vous le procurer. Et sinon, de l'absorbant, éponge et pas du bioabsorbant. Donc voilà les conclusions sur le piégeage du frelon asiatique qu'on a vu en Belgique avec le CRAW. Sinon, on a fait d'autres expériences sur les harpes électriques. Donc, c'est des choses qu'on n'invente pas nous, c'est des études qui ont été faites aussi en Espagne. Et on a regardé sur ces harpes électriques si nous aussi, ça pouvait être efficace dans le climat wallon, donc en Belgique. Donc, on a testé des harpes humides. Donc, c'est des harpes. Donc, le principe des harpes, vous pouvez le voir au milieu sur la photo, c'est que le frelon asiatique va vouloir passer entre deux fils. Il va toucher deux fils, il va se faire électrocuter et il va tomber soit dans les harpes humides dans une bassine d'eau, soit dans les harpes sèches dans un bac de capture qui va laisser les plus petits insectes ressortir alors qu'il va capturer uniquement les gros insectes comme le frelon asiatique. Donc il faut savoir que l'intervalle entre deux fils, donc nous on utilise 2 cm, donc 20 mm. Souvent c'est conseillé entre 18 et 22 mm. Les abeilles, elles rentrent en contact qu'avec un seul fil, donc ça va juste les désorienter, alors que les frelons asiatiques, comme les frelons européens ou les papillons, par contre, vont rentrer en contact avec ces deux fils et avoir un choc électrique. Donc, on va regarder sur ces différents, donc pour capturer les frelons asiatiques, et ça sert à limiter la prédation et le stress sur les colonies d'abeilles. De la même façon que le piégeage de masse en été-automne, utilisez les harpes quand vous commencez à avoir de la prédation sur vos ruchers. Donc voilà un exemple de protocole qu'on a mis en place. Donc on avait 2 harpes électriques et une bassine témoin. Donc ça c'est la première année où on a étudié la harpe humide. Donc en T c'est la bassine témoin et à droite vous avez les résultats. En bleu c'est le nombre de frelons qui ont été capturés asiatiques et en rouge c'est le nombre d'abeilles qui ont été capturées. Donc on était content en termes d'efficacité. On avait des semaines où on capturait 70 frelons asiatiques, mais comme vous regardez, on a quasiment 10 fois plus d'abeilles qui ont été capturées en orange. Et en pointillé, c'est le témoin, et même une bassine témoin qui est pas au-dessus de la harpe, on avait quasiment plus d'une centaine d'abeilles par semaine qui venaient se noyer dans le bac témoin. Donc le problème de ce bac témoin, c'est que les abeilles sont attirées. Il n'y a pas que les abeilles, il y a aussi d'autres insectes qui viennent
Au niveau de l'eau, souvent avec du pec citron, où on avait mis un liquide vaisselle citronné dedans, et qui sont attirés par l'eau et qui viennent se noyer, même si elles tombent pas dedans. Donc le problème, voilà, vous avez un exemple ici sur la photo. On a un peu de tout. On a même eu des lézards qui sont venus se noyer à l'intérieur, beaucoup de limaces, des guêpes et beaucoup d'abeilles qui sont venues se noyer. On avait une sélectivité de 5,7% de sélectivité. Donc on fait plus de dégâts à nos abeilles et en plus on fait des dégâts à l'entomofaune local comme les guêpes et les bourdons qui viennent se noyer à l'intérieur. Donc c'est un gros problème des harpes humides à ce niveau-là. Donc l'année suivante, on a retesté. Pardon, ici c'est encore la même année où on a testé sur. Là c'est un exemple sur un seul rucher et ici c'est sur tous les ruchers. Et vous pouvez voir à droite, donc on avait 4 ruchers qui ont été protégés avec des harpes humides. Et à droite, tout à droite la colonne, vous avez la sélectivité. On n'a jamais dépassé les 15% de sélectivité pour le frelon asiatique. Donc on fait trop de dégâts avec ces harpes humides sur l'entomophone local. Donc, c'est efficace. On avait du frelon asiatique, comme on peut le voir sur chaque rucher. On a capturé plus de 100 frelons asiatiques, mais il y avait trop peu de sélectivité. Donc, cette année, on a fait une étude qui est encore, les résultats sont encore provisoires. On est en train de récolter les résultats aussi qui ont fini cette semaine l'expérience, où on a testé différentes harpes sur un rucher à Jambou. On avait 4 harpes électriques et pendant 8 semaines, on les a mis en place. On avait des harpes sèches qui étaient testées et des harpes humides, donc 2 harpes sèches, 2 harpes humides. Et il y en a certaines de ces harpes qui étaient avec des petits appâts ou des petits leurres. Donc vous pouvez les voir, c'est un peu comme des petits plombs qu'on met à la pêche et c'est vendu comme attirant le frelon asiatique. Effectivement, ici, c'est pas une photo de nous, mais on a vu déjà le frelon asiatique aller sur ces petits appâts leurres et chasser comme si c'était une abeille et prendre un choc électrique en touchant deux fils. Et donc voici les résultats provisoires de cette étude. Donc en rouge, vous avez les harpes sèches avec ou sans leurre et en bleu, les harpes humides. Donc ce qu'on peut voir, c'est que les harpes humides ont capturé plus de frelons asiatiques, enfin surtout la harpe humide sans leurre. Alors ça, je ne peux pas vous expliquer encore. On n'a pas assez de réplicas pour pouvoir vous dire si les leurres ou non marchent, parce qu'on voit que pour les harpes sèches, les leurres ont été plus efficaces, alors que pour les harpes humides, les leurres ont été moins efficaces. Pour le protocole, toutes les semaines, on changeait de place les harpes. Donc, c'est pas la position des harpes sur le rucher qui peuvent nous faire dire qu'elles ont capturé plus ou moins de frelons asiatiques. Ce qu'on peut voir, donc la harpe humide, c'est celle qui a capturé le plus de frelons asiatiques. Il y en a eu moins dans les harpes sèches, mais elles ont capturé aussi. Et ce qui est intéressant de voir, c'est tout à droite, la sélectivité. On n'est pas encore sur des sélectivités énormes, mais on est à 20% de sélectivité sur les harpes sèches et on est à 2 à 1% de sélectivité sur les harpes humides. Et surtout, dans les harpes sèches, on fait très peu de dégâts à l'entomophone local parce que, comme on peut regarder, les seuls insectes qui ont été capturés, c'est d'autres abeilles. C'est des abeilles qui rentraient en contact avec le cadre et qui tombaient dans les bacs de capture et qui se retrouvaient capturées dans les bouteilles. Et ces résultats sont en début de saison et au fur et à mesure, on a amélioré la bouteille en rajoutant une grille à rennes pour faciliter la sortie des abeilles, comme je vais vous le montrer par la suite. Donc les harpes sèches sont plus sélectives, mais elles semblent un peu moins efficaces. Mais le principal, c'est d'avoir de la sélectivité. Donc on conseille plutôt les harpes sèches. On a encore des résultats provisoires qui sont en cours de recherche, où on a testé de savoir combien de harpes où il fallait mettre sur des ruchers, par exemple un petit rucher de 5 ruches. Si une harpe c'était suffisant ou 4 harpes c'était plus efficace. Et on avait aussi des tests entre ruchers protégés et des ruchers non protégés. On attend les résultats provisoires, mais on va avoir du mal à conclure parce qu'on a eu peu de prédation cette saison, là où on a placé. Donc c'est facile de dire que nos ruchers ont survécu s'il n'y avait pas de prédation, il n'y a pas eu d'effet du frelon asiatique, pas de capture parce qu'il n'y avait pas de frelon. Donc, ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'il n'y a aucune de nos ruchers où il y a du stress des colonies. Donc, comme on a parlé ce matin quant à Rome, le stress des colonies, c'est la paralysie de la colonie. Ça veut dire que les abeilles font un tapis, elles partent devant la ruche, elles font un tapis sur la planche d'envol et elles arrêtent leur activité. Et ça, sur aucun de nos ruchers où il y avait des harpes électriques, on a vu ce comportement.
Et tout ce qu'on a vu pour l'instant, c'est qu'il y a une bonne sélectivité des harpes électriques sèches. On retrouve très peu d'insectes ou même on ne retrouve aucun lézard, par exemple, contrairement aux harpes humides où on avait retrouvé des dégâts sur l'entomofaune locale et même des lézards. Et donc, on peut déjà vous donner des conseils pour ceux qui veulent utiliser les harpes électriques. Donc, préférez des harpes électriques sèches pour une meilleure sélectivité. Évitez de mettre vos harpes électriques sous les arbres parce que vous allez avoir de l'ombre déjà sur les panneaux solaires et ensuite des feuilles, de nombreuses feuilles qui vont tomber dans le bac de capture et ça va permettre aux frelons de repartir parce que ça va obstruer le bac de capture. Regardez bien si vous n'avez pas des herbes humides qui sont en contact avec deux fils électriques, ce qui va déclencher l'électrification et diminuer la batterie. Lorsqu'il y a un frelon asiatique qui va arriver, il va plus être électricité parce qu'il n'y a qu'une batterie. Améliorer les bouteilles pour éviter les captures d'abeilles. Donc, vous voyez l'amélioration qui a été faite à droite, où on a mis une grille à reine au bout de la bouteille et on a percé un petit trou dans le bouchon de la bouteille pour pas que ça devienne un piège à noyade. L'eau se déverse au sol et les abeilles ont plus de facilité à sortir avec la petite grille à reine. Ajouter un support lourd à vos harpes électriques, sinon elles tombent facilement avec le vent. Donc voilà tous les conseils. Et ensuite, pour positionner vos harpes électriques, c'est le petit schéma qui est en bas à gauche. Il faut vraiment éviter la direction de vol des abeilles parce que le problème, c'est si vous mettez l'harpe électrique sur leur direction de vol, elles vont rentrer en contact avec les montants de la harpe et elles vont tomber dans les bacs de capture. Et si elles n'arrivent pas à sortir, on va capturer celles-ci. Donc évitez d'avoir donc on met les harpes de façon perpendiculaire à deux ruches, entre deux ruches. Donc évitez que vos ruches soient trop proches, sinon vous allez être sur la ligne de direction de vol, donc les ruches trop proches, ou que la harpe soit trop éloignée et qu'elle rentre dans la direction de vol des abeilles. Et enfin, très brièvement, je vais vous parler des petits tests qu'on a mis en place dans cette saison en automne au CRAW. Donc, on a testé les muselières. Donc, c'est des muselières de ce type-là avec une grille de maillage 12 mm par 12 mm qui est là pour limiter le stress des colonies. Et on a aussi testé des tentes anti-frelons. Vous avez peut-être entendu parler, c'est une entreprise française qui vend ça et qui dit que ça limite le stress de la colonie et capture les frelons asiatiques. Donc au niveau des muselières, ça a été testé sur plusieurs ruchers et comme celui-ci, on a vu vraiment que ça diminuait. On n'a jamais eu ce qu'on peut voir ici sur la photo, un comportement de défense qui est inadapté pour lutter contre le frelon asiatique, c'est-à-dire un tapis de vol comme ça, une barre des abeilles qui empêche le frelon asiatique de rentrer dans la colonie, mais qui arrête l'activité des abeilles et donc on observe une paralysie et un problème de survie à l'hiver. Ça, on l'a jamais observé lorsqu'il y avait une muselière, même lorsqu'on a eu de la prédation par le frelon asiatique, on n'a jamais observé ce problème-là. Ce qu'on a vu par contre, c'est que les muselières, quand on les mettait, on avait déjà un temps d'habituation pour la colonie et quand même la sortie des abeilles était moins fluide parce que des fois elles rentrent en contact avec la muselière. Donc n'utilisez pas les muselières si vous n'avez qu'un seul ou zéro frelon en prédation. Commencez à mettre vos muselières quand vous voyez au moins 2 frelons en permanence en prédation sur vos ruches. Là, la muselière peut être efficace parce que ça va garder les abeilles vont être moins stressées, vont pas voir le frelon asiatique, donc vont être moins stressées, vont moins ressentir la présence du frelon asiatique et continuer leur activité. Mais l'utilisez pas si vous n'avez pas encore de prédation. Donc ça limite le stress sur les colonies et donc pas de paralysie de la colonie. À utiliser uniquement en cas de prédation du frelon asiatique. Donc c'est là où je dis à peu près 2 frelons asiatiques en permanence sur vos ruches. Et enfin, on a testé vraiment un petit test des tentes anti-frelons qu'on a réussi à se procurer. Le problème, c'est que c'est pas des matériaux de très bonne qualité. Déjà, ça s'est envolé plusieurs fois. Donc, c'est une tente qu'on met, je sais pas si ça ressemble à une tente, mais c'est quelque chose qu'on met devant la planche d'envol de la ruche. Et donc, le frelon asiatique doit rentrer pour chasser dans cette tente. Et quand il capture une abeille, la plupart du temps, il monte. Donc, il va se retrouver enfermé dans la tente et on va le capturer dans un bac de capture en haut à droite.
Alors le gros problème ici, c'est que malgré qu'on a mis la tente, il n'y a pas eu beaucoup d'habituation de la colonie. On a eu beaucoup de mortalité, que ce soit au sol de la colonie, et ça sur plusieurs semaines d'affilée. Et on a aussi beaucoup d'abeilles qui ont été capturées en haut dans les bacs de capture, et même si c'est des bacs de capture qui sont sélectifs et qui laissent ressortir normalement les petits insectes, on a beaucoup qui sont restés morts en haut dans ces tentes anti-frelons. Donc on a eu une expérience qui était plutôt peu concluante. On a dû recommencer et pourquoi pas faire nous-mêmes notre tente anti-frelons avec des matériaux plus solides. Donc une grande mortalité des abeilles après installation, donc au sol ou dans les bacs de capture. Et on a eu quand même quelques frelons qui ont été capturés, mais c'était vraiment très peu par rapport au nombre d'abeilles qu'on a capturé et qu'on a stressé avec ce système de protection des ruchers. Donc pour l'instant, on déconseille les tentes anti-frelons, même si on doit encore approfondir ces recherches. Donc voilà pour finir ma présentation. Donc le CRAW, on est là pour accompagner les apiculteurs et faire des recherches en Wallonie de différentes méthodes de lutte et encadrer aussi, comme l'a présenté Quentin, les apiculteurs wallons pour vous aider à lutter contre ce fléau qui est le frelon asiatique. Donc on est financé par la région wallonne et là c'est un projet bi-Wallonie et de plan frelon qu'on vous a présenté et nos résultats qu'on a présentés depuis 2 ans. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Florian pour l'intervention. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va faire une petite pause de, on va dire, un quart d'heure pour aller boire un café, faire une petite pause, prendre un peu l'air, et après on reprendra avec la table ronde. Donc voilà, 15h. À 15h30, c'est ça plus ou moins. C'est ouais, c'est bien. Allez, on y va. C'est parfait.